We just have too much stuff that's being produced. Bienvenue dans Onward Fashion, le podcast des solutions business pour une mode durable. Je suis Victoire Sato, fondatrice de The Good Goods, et j'accompagne les professionnels de la mode, du textile et du luxe dans la transformation de leurs pratiques vers plus de responsabilité. Mon job, c'est de rendre visibles les acteurs et actrices de la mutation profonde et au passage, de proposer de nouveaux narratifs. Ici, on restaure le leadership à la française, on met en lumière les innovations qui décarbonent à l'échelle industrielle et on convoque l'humain qui sommeille dans tout décideur pour faire pencher son libre arbitre en faveur de choix qui façonnent positivement le monde de demain. Il persiste sur cette planète un bastion du temps long, un temple dont l'immédiateté n'a pas franchi les remparts. Une sauvegarde où l'on ne peut pas accélérer virtuellement le geste, quoique la technologie tente désormais à l'accompagner. Pour l'instant, l'intelligence artificielle n'a pas remplacé celle de la main. Le savoir-faire, encore, est ce qui fait d'un objet d'artisanat d'art quelque chose de très rare. Le corollaire de la rareté, c'est souvent un prix très élevé. Aujourd'hui, dans Onward Fashion, on parle de luxe, d'ultra-luxe même peut-être, avec la personne en France qui a la responsabilité de le représenter, mais aussi d'assurer la transmission de ses archives et d'orienter son futur soutenable sans trop dénaturer les usages de notre art de vivre à la française que le monde entier fantasme. Quel est le rôle du sommet de la pyramide dans la crise que nous vivons ? Comment vit-on l'art d'offrir dans un monde à plus 4 degrés ? La préservation des savoir-faire légitime-t-elle de poursuivre, par exemple, l'extraction de matériaux à l'autre bout du monde ? Et sinon, comment est-ce qu'on réinvente sans contraindre patrimoine et création ? Pour aborder toutes ces questions, je reçois Bénédicte Épinay. Bonjour Bénédicte. Bonjour Victoire. Bienvenue dans Onward Fashion. Merci de me recevoir. Je vais vous demander de commencer par vous présenter, s'il vous plaît. Alors, je m'appelle Bénédicte Épinay et je suis présidente du comité Colbert depuis 4 ans, après une trentaine d'années passées dans les médias comme journaliste. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de votre parcours, peut-être la formation que vous avez eue, et faire un petit écart sur cette première vie professionnelle qui, j'imagine, a amené la seconde ? Oui, et puis qui est une grande part de ma vie, en plus, 30 ans. Moi, j'ai toujours voulu être journaliste. J'avais une passion pour l'écriture et pour le fait de raconter. Et donc, je me suis tournée vers des études de sciences politiques et économiques parce que j'avais en plus l'idée du support dans lequel je voulais travailler, qui était les Échos. Déjà, vous voyez, très déterminée, parce que je voyais mon père lire tous les jours ce quotidien et je le voyais tellement assidu que je me dis ça doit être formidable, ce journal qui m'était totalement étranger. Et donc, j'ai poursuivi ce but et que j'ai atteint puisque j'en ai été directrice déléguée de la rédaction. Donc voilà, donc pour atteindre ce but, j'ai fait des études de journalisme et de sciences politiques et économiques. Et alors, ça ressemblait à quoi, les Échos, il y a plus de 30 ans maintenant ? Alors, il y a plus de 30 ans, ça ressemblait à de grandes pages grises. Moi, quand je suis entrée aux Échos, fin des années 80, ça paraît un peu dinosaure de dire ça. Il n'y avait pas d'ordinateur, déjà. Les articles, on les dictait à des sténotypistes. C'était encore le journal tel qu'on pouvait le vivre au début du XXe siècle, donc des sténotypistes auxquels on dictait les articles, qui étaient en gros le premier lecteur qu'on avait. Les ordinateurs sont arrivés après, et puis pas de photos. C'était surtout ce qu'on appelait à l'époque un journal gris, parce que pas d'image, pas de couleur. Et alors, la curation des sujets, enfin la ligne éditoriale à l'époque, c'était quoi ? Ça a toujours été un quotidien libéral, d'inspiration libérale, économique, donc que de l'économie, et le parcours des entreprises, de la macro et de la microéconomique. Donc la politique économique et puis le parcours des entreprises. Donc déjà, vous aviez, dès le début de votre carrière, cette relation aux entreprises, aux entrepreneurs, oui. Et cette compréhension du monde économique. Absolument, et moi j'y suis rentrée, en fait j'ai été recrutée pour une spécialité, parce que j'étais à l'époque déjà journaliste dans un autre support, et je m'occupais de l'industrie agroalimentaire. Et donc j'ai été recrutée pour cette spécialité-là, que j'ai continué d'exercer pendant 2 ans. Et j'avais une passion que j'ai d'ailleurs toujours, c'est de visiter les sites industriels, visiter les usines. Je trouve qu'il n'y a rien de plus passionnant. Alors comment, parce que vous avez eu donc plusieurs vies aussi au sein de ce média, oui. Vous avez lancé 2 éditions qui existent encore, oui, si 2 magazines. C'est peut-être là le raccord au luxe. Vous pouvez nous parler de oui. À quel moment c'est arrivé ? Absolument, c'est arrivé au milieu des années 90, quand ce secteur en France était encore un petit secteur. Les mastodontes tels qu'on les connaît aujourd'hui, elles sont nées un peu plus tard, à la fin des années 90, début des années 2000.
Et donc moi j'ai lancé un magazine qui s'appelle Série Limitée, qui existe toujours, qui est un mensuel, que j'ai lancé en décembre 99 avec cette idée d'accompagner ce secteur et d'être le témoin sur une lecture de fin de semaine d'un secteur qui était en plein bouleversement déjà. Donc vous pouvez nous parler plus en détail de Série Limitée, le propos, il était complémentaire en quoi des Échos ? Alors, il était complémentaire des Échos parce qu'on supposait que ce lecteur des Échos qui s'intéressait à l'économie dure, on va dire, à la macro ou à la micro, 5 jours de la semaine, du lundi au vendredi, le week-end pouvait toujours s'intéresser à ce secteur, mais sur un mode plus décontracté. Donc, raconter des histoires d'entreprises, des histoires d'hôtels, voilà, des sagas familiales. Donc, ça a été le point de départ de ce magazine. Donc, qui existe toujours. Qui existe toujours, voilà. Et le second, les Échos Et le second, Week-end. les Échos Week-end, donc beaucoup plus tard, puisqu'on est en 2015. Et donc là, un peu avec la même vocation de se dire, on est donc sur un hebdomadaire, mais un hebdomadaire business, ce que n'est pas Série Limitée, qui est plutôt un hebdomadaire de fin de semaine décontracté. Un hebdomadaire, là, pour le coup, business, qui a découpé l'actualité en 4 grandes tranches, si je puis dire. Une tranche business, donc là, l'actualité du business sous toutes ses formes. Une tranche culture, dont j'avais la responsabilité, une tranche lifestyle, dont j'avais également la responsabilité, et à la fin, une tranche wellness, qu'on appellerait aujourd'hui wellness, dont j'avais également la responsabilité. Donc voilà, 4 tranches pour emmener le lecteur sur une lecture business malgré tout le week-end. Vous diriez qu'aujourd'hui, les lecteurs des Échos sont qui ? Alors, les lecteurs des Échos sont en très grande majorité des chefs d'entreprise. Pas forcément des chefs de grandes entreprises, des chefs de start-up, de PME, de TPE, et puis évidemment tout le pouvoir politique, économique. C'est un quotidien qui aujourd'hui a une très très large surface, très large écoute, toujours néolibéral, et puis qui, alors depuis moi mon entrée au milieu des années 80, a développé considérablement son offre de lecture avec des sujets de réflexion, des sujets d'enquête, évidemment l'arrivée de la photo qui apporte beaucoup. Et voilà, il n'y a plus de sujet tabou. Le développement durable, je pense qu'on va en parler tout à l'heure, est aujourd'hui un sujet majeur au sein des Échos. Donc voilà, une plateforme, des plateformes digitales. Donc aujourd'hui, un quotidien qui couvre à la fois le champ de l'écrit, mais aussi le champ de l'audiovisuel et de l'écoute. J'allais dire, vous avez parlé du fait que vous n'avez pas d'ordinateur au départ. Il y a eu d'abord les ordinateurs, ensuite l'arrivée d'Internet. Comment est-ce que vous, à l'époque vous étiez à la direction, vous avez justement accompagné ces changements d'usage ? Parce qu'aujourd'hui, moi-même, je ne lis pas de journaux papier ou très peu. Je dois vous dire que l'usage que je fais des Échos Week-end que j'adore et que je récupère de ma famille, c'est un découpage pour des collages papier parce que les images sont exceptionnelles. Et évidemment, je le parcours un petit peu, mais tout ça pour dire qu'on est beaucoup plus donc, sur des formats digitaux et beaucoup plus sur les réseaux sociaux aussi en termes d'information. Donc, comment est-ce que vous avez pris ça en main chez les Échos pour pouvoir s'adresser à ces nouveaux types d'usages ? Alors, ça n'a évidemment pas été évident, d'abord pour les journalistes, des journalistes qui dictaient des papiers qui ensuite sont obligés de les taper eux-mêmes sur un ordinateur. Donc déjà, ça a été une révolution en interne pour les journalistes que nous étions. Et puis après, accompagner les usages, on va dire que ça s'est fait petit à petit. La première révolution, ça a été de se dire, qui n'a peut-être pas d'ailleurs été une bonne révolution à l'époque, ça a été de se dire on va avoir 2 rédactions parallèles, une qui va s'occuper de l'écrit, puis une qui va s'occuper du digital. Alors, il n'y avait pas de forme de compétition entre ces 2 rédactions, mais très vite, on s'est aperçu que ça ne faisait pas sens d'avoir deux rédactions et qu'il valait mieux en avoir une seule. Mais le pendant de ça, ça voulait dire que la journée des journalistes s'allongeait terriblement. Parce que moi, dans ma vie d'avant de journaliste, on arrivait à 9h le matin, on commençait par lire les confrères pour voir ce qu'il y avait, une première conférence de rédaction aux alentours de 10h, et puis une deuxième après déjeuner. Et puis notre vie de journaliste, elle s'arrêtait à 20h quand on savait quel était l'article qui montait à la une. Et puis voilà, mais aujourd'hui, ça ne s'arrête plus, comme vous le savez. Donc, ce qui est très compliqué pour les journaux, c'est d'avoir une forme de veille qui ne démarre pas à une heure dite de la journée et qui ne s'arrête pas non plus à une heure dite de la journée. C'est plutôt ça la complexité, c'est de se dire qu'aujourd'hui, on est dans une information à flux tendu tout le temps, tous les jours de la semaine.
Avec la difficulté de savoir si elle est vraie, d'où elle vient, et Voilà. éventuellement d'avoir aussi celle qu'on aura en premier par rapport aux concurrents. Absolument. Mais effectivement, ce côté vérification de l'information qui est dans l'ADN des journaux. Hein. C'est pour ça que on plaide, et même moi encore aujourd'hui, j'ai pris du champ, comme vous le savez, mais je reste persuadée que les journaux sont les meilleurs garants de l'intégrité de l'information. Je m'interroge en vous écoutant sur la dimension de la formation continue des journalistes dans une rédaction. Vous avez parlé du fait qu'il fallait justement les former au digital, à cette nouvelle manière de faire de la veille et de rédiger. Et je me dis quelque part que la formation des journalistes sur des sujets de transformation sociétale à l'aune de la crise climatique, c'est un peu pareil. Aujourd'hui, on a la sensation parfois que les propos relatifs au développement durable sont un peu creux, mais parce que nécessairement les journalistes, parfois malgré eux, peuvent relater des propos greenwashés de la part des marques parce qu'ils ne comprennent pas l'ampleur du sujet. Ma question, c'est comment est-ce que au quotidien dans une rédaction, quand on la dirige, on forme en continu ses collaborateurs ? Alors, j'ai envie de vous dire, chacun se forme aussi en fonction du secteur qu'il couvre, de la responsabilité qu'il a au sein de la rédaction. Oui. Je pense, et en tout cas moi c'était mon cas, je n'ai cessé de me former à titre personnel pendant toutes ces années. D'abord parce que j'ai choisi ce métier pour ça, pour me tenir informée moi-même avant d'informer les autres. Mmh. Donc il y a une responsabilité à se tenir informé le mieux possible par ses moyens personnels, mais aussi par la quantité de possibilités qu'offre un grand quotidien comme Les Échos à participer à des conférences, à voyager à l'étranger, à interroger tout type de grands responsables pour continuer de se former soi-même et se tenir au courant des grandes évolutions. Est-ce que vous auriez, c'est un peu naïf comme question, mais peut-être une méthode pour approcher un quotidien papier quand on n'a pas l'habitude? Si demain je prends le train, que j'ai envie d'acheter Les Échos, Le Monde, The Economist même, enfin que sais-je, en français, en anglais, ça peut faire un peu peur. Il y a beaucoup de pages, il y a énormément de textes, c'est pas du tout les mêmes usages, on peut pas faire CTRL F pour chercher l'info qui nous intéresse. Donc comment est-ce qu'on appréhende un journal papier aujourd'hui ? Alors, pour Les Échos, c'est assez simple, mais je dois dire que pour Le Figaro, ça l'est aussi. Les journaux sont des boîtes très bien rangées, en fait. Hein. Donc, le quotidien Les Échos est un quotidien en 2 cahiers. Un cahier macroéconomique et un cahier microéconomique. Donc déjà, quand vous entrez ou quand vous achetez Les Échos, est-ce que ce qui vous intéresse, c'est la grande actualité internationale ou les décisions politiques qui sont dans l'actualité, ou est-ce que vous êtes plutôt intéressé à suivre des entreprises et voir quelles sont leurs décisions récentes, leurs résultats, leur expansion, etc. Donc du coup, ça vous amène forcément à choisir un cahier à lire plutôt qu'un autre. Et moi, on va dire par tradition, par habitude, je commence toujours par lire le 2e cahier qui est celui des entreprises. Parce que pour moi, les entreprises sont à l'avant-garde, en tout cas, elles doivent être, c'est leur responsabilité, doivent être à l'avant-garde de tout ce qui se passe. Elles surveillent ce qui se passe évidemment sur le plan des grandes décisions économiques ou politiques, mais elles surveillent aussi le champ de leurs concurrents. Donc pour moi, c'est très intéressant de suivre ces grandes entreprises parce que voilà, elles sont au fait de tout ce qui va toucher, impacter leur activité. Et puis dans un second temps, je regarde le cahier macroéconomique. Votre papa était entrepreneur ? Mon papa, il travaillait à l'EDF. D'accord. Voilà, donc il n'était pas du tout entrepreneur. Mais voilà. Juste avant qu'on parle du comité, qu'est-ce que vous diriez que cette première expérience, au-delà peut-être de la connaissance du secteur du luxe et des entreprises, mais vous a apporté en termes d'ouverture de regard, de capacité à absorber des informations, je ne sais pas. Qu'est-ce qui Mais elle est vous sert ? majeure, en fait, cette première expérience. Je pense que je n'aurais pas pu diriger le comité Colbert sans cette première expérience. Non pas ma connaissance de l'industrie du luxe. Le fait est que je connais cette industrie depuis la fin des années 80, le début des années 90. Donc ça, c'est un fait. Et c'est d'ailleurs, je pense, pour ça que la chasseuse de tête m'avait castée. Mais je pense que un journaliste, en tout cas moi c'est comme ça que je l'ai vécu, je ne sais pas si c'est toujours aujourd'hui le cas dans la jeune génération, c'est quelqu'un qui est curieux, qui ne cesse d'apprendre, d'essayer de comprendre les choses, de les décortiquer pour mieux les retranscrire et mieux les expliquer. Donc ça, c'est un premier volet. Et puis le deuxième volet qui, je pense, a intéressé le comité Colbert quand ils m'ont recruté, c'est ma capacité
à rassembler les gens, à les mettre en mouvement. C'est ça une rédaction. Hein. Quand vous avez une rédaction de 60, 100, 150 journalistes, il faut être capable d'emmener tous ces gens, qui sont des gens extrêmement bien éduqués, cultivés. Donc, il faut être capable de les faire bouger en même temps, dans un sens. Donc, cette capacité à manager des équipes dans un sens ou dans un autre, c'est aussi très important parce que le comité Colbert, c'est quand même 93 maisons qui sont des grandes maisons. Donc, voilà, cette capacité d'entraînement est importante. Vous êtes mis à utiliser vos mains et à Oui. simuler de l'énergie du rassemblement. Je vois bien. Alors, le comité Colbert, parlons-en. Donc, vous y êtes arrivé il y a 4 ans, c'est ça? Oui. Pourquoi vous avez dit oui, finalement, vous avez été chassée? Alors, j'ai été chassée par une chasseuse de tête. J'ai dit oui. Alors, d'abord, j'ai dit oui à cause de mon âge. Parce que je me suis dit, quand cette proposition est arrivée, j'avais 57, 58 ans. Et je me suis dit, bon, finalement, voilà, ça fait 35, 40 ans que tu es journaliste. Est-ce que tu n'as pas fait le tour de la question? J'ai assez rapidement répondu oui. Je me suis répondu à moi-même oui. Et puis, je me suis dit, c'est formidable d'avoir une proposition comme celle-là, de transformation de moi-même, de transformation de ma vie professionnelle. À cet âge-là, généralement, à cet âge-là, on commence à compter ses points retraite, à regarder, à investir dans une résidence secondaire et à regarder comment vont se passer les 10 prochaines années, mais plutôt dans un sens de ralentissement. Moi, je n'avais pas du tout envie de ça. Et donc, cette proposition, elle est arrivée à un moment où je me posais ces questions-là et à un moment où je me suis dit, est-ce qu'il n'est pas temps de passer du champ de ceux qui regardent et qui témoignent dans le champ de ceux qui agissent. Et donc, comme j'ai accepté ce job, vous avez la réponse à la question. Très bien. Vous auriez pu aussi vous dire, je crée mon entreprise. Je crée mon entreprise. Non, alors là, pour le coup, j'admire beaucoup les entrepreneurs dont je n'ai absolument pas le mindset. Je ne suis pas faite pour être entrepreneur. Je pense qu'il faut reconnaître ce pourquoi on est fait. Moi, j'ai d'autres qualités, en tout cas, je l'espère, mais pas celle du tout de créer mon entreprise. Ça m'intéresse parce que qu'est-ce qui fait dire que vous n'avez pas l'esprit d'entreprise au sens où déjà le fait de rassembler, de gérer une équipe, il faut quand même avoir une dimension managériale. Mais c'est plus la partie business et... Oui, c'est ça. Alors là, moi, je suis pas et je suis pas une risque-tout. Je comprends. Voilà. Donc non, c'était pas fait pour moi. Là. Quel est votre rapport personnel au luxe et peut-être votre définition à titre personnel de... Alors, j'ai un rapport... j'aime bien les objets précieux, j'aime bien la beauté des choses. Je n'ai pas un rapport addictif au luxe. Voilà, donc j'ai toujours eu de beaux objets dans ma vie qui m'ont accompagnée. Mais je n'ai pas d'addiction particulière à ce secteur. Je n'ai pas de définition personnelle. En fait, j'emprunte souvent celle de Jean-Louis Dumas, qui fut un président d'Hermès que j'ai accompagné parce que je l'ai beaucoup suivi dans des voyages, qui fut président d'Hermès dans les années 90 et qui avait cette définition formidable de dire le luxe, c'est le désir qui l'emporte sur la raison. Et je trouve ça assez bien finalement compris quand on est face à un objet de luxe et qu'on a cette envie irrépressible de l'acheter. Quand on est face à un sac, par exemple, on n'a pas cette envie parce qu'on a besoin de quelque chose pour transporter des objets. Mais cette envie irrépressible, elle est de l'ordre de l'immatériel, elle est de l'ordre de l'histoire, elle est de l'ordre de l'envie que l'on a de se récompenser avec ce bel objet. Et donc voilà, et d'une certaine manière, on est submergé par son désir qui n'est pas raisonnable. Donc j'aime bien cette définition-là. Je précise parce qu'on parle de ça, qu'effectivement, on est sur un podcast qui a plutôt l'habitude d'aborder les questions mode textile et luxe. Là, on va le voir, mais le comité Colbert englobe bien plus que ça. Oui. Quand on parle de luxe, d'artisanat d'art, on parle d'art de la table, d'art de la décoration. Nous rassemblons 14 secteurs d'activité différents. Très bien. Voilà, depuis les vins et spiritueux sur l'art de la table, la mode, la beauté, les parfums, la décoration. Donc voilà, beaucoup de secteurs qui ont des enjeux très différents. Et toute la difficulté, c'est de rassembler tous ces univers. Est-ce que vous pouvez nous parler du nom ?
Pourquoi est-ce que ça s'appelle le comité Le comité Colbert. Alors, ça s'appelle le comité Colbert en hommage à Jean-Baptiste Colbert, qui fut le Premier ministre et l'intendant des finances de Louis XIV. Alors, on ne disait pas Premier ministre à l'époque, il n'y avait pas de gouvernement, mais qu'il était l'intendant des finances de Louis XIV. Et quand on se replace dans le contexte du XVIIe siècle, la France est à l'époque un royaume très peuplé, mais très pauvre. Et Louis XIV a cette vision très tôt d'une cour autour de lui, extrêmement déjà bien habillée, bijoutée, mais qui se fournit essentiellement à l'étranger. Et Louis XIV, je dis, mais pourquoi on n'achète rien en France ? Parce qu'en France, il n'existe pas tout ce savoir-faire. Et Colbert est le premier à avoir cette idée de dire, eh bien, pour d'abord faire plaisir à mon roi, mais surtout pour enrichir le royaume, eh bien, on va faire venir tous ces savoir-faire en France. Alors, il y en avait fort heureusement déjà un certain nombre. Et on va spécialiser le royaume en produits de la plus haute qualité. Et donc, il crée les manufactures royales. Il crée les compagnies maritimes, compagnies des Indes, avec cette idée qu'on va importer des matières premières, par exemple les fleurs à parfum, et on va exporter des produits finis. Il a très tôt cette idée géniale d'un écosystème, de dire pour enrichir ce royaume, donc on va créer des manufactures en France, exporter, importer, donc un écosystème qui était très novateur à l'époque. Et puis surtout, il a cette autre idée géniale sur laquelle on est encore très fortement aujourd'hui, c'est qu'une économie forte doit être basée sur une culture forte. Et ça, c'est très important. Et c'est lui qui crée les académies. Académie des belles-lettres, Académie de l'architecture, Académie des beaux-arts. Il crée la Comédie française, la Sorbonne. Voilà, tout ça est créé sous son autorité. Et donc, c'est pour ça que quand Jean-Jacques Guerlain, en 1954, a cette idée de créer ce club des marques de luxe avec 15 membres fondateurs, le nom de Colbert, il s'impose, en fait, parce que tout a démarré une grande partie des choses ont démarré avec Louis XIV et avec Colbert et avec le château de Versailles, qui d'une certaine manière était à l'époque le premier showroom de la France. On venait de loin observer ce roi tout d'or vêtu, cette cour qui était magnifique comme il n'y avait pas à l'époque ailleurs dans le monde. En plus, c'était une cour ouverte, c'est-à-dire que la plupart des cours de l'époque, de nos voisins, lointains ou proches, étaient fermées. C'est-à-dire que vous ne pouviez pas aller voir le roi comme ça, tiens, je vais aller voir le roi. Versailles était ouvert. Vous pouviez rentrer à Versailles et voir le roi. Donc, c'était extraordinaire sous bien des aspects. Je veux bien qu'on revienne. Alors, c'est très intéressant parce que je me dis en plus que Comité Colbert, non seulement c'est pas directement associé à la notion de luxe ni une maison en particulier, non. Donc il y a aussi cet ancrage dans l'histoire qui est attaché à ce nom. Mais qu'on revienne sur ce que vous avez dit au sujet des manufactures et des académies. Oui. Leur rôle, alors manufacture différemment, mais les académies se poursuivent aujourd'hui. C'était donc dans les manufactures, le fait d'enrichir et de perpétuer les savoir-faire d'exception. Et les académies étaient... avec quel rôle finalement c'était les garants du savoir ? Oui, absolument. Il y avait vraiment ces deux idées de savoir et savoir-faire. D'accord. Vous voyez, les deux, et les deux ne peuvent pas être séparés en fait. Les manufactures royales qui ont été créées, et aujourd'hui on en voit la trace, parce que quand on regarde une carte de France, des implantations de nos maisons et des savoir-faire qui existent en France encore, c'est une copie conforme de la carte des manufactures de l'époque. Donc ça veut dire qu'en plus, sous Colbert, ont été créés des savoir-faire qui sont restés dans les régions. Et ça, c'est incroyable. Et ça, c'est une force de la France que n'ont pas d'autres pays. Vous avez beaucoup de savoir-faire en Italie ou en Angleterre, par exemple, ou aux Pays-Bas, mais qui ont disparu avec les années. Alors en France, on n'a malheureusement pas tous conservé. Par exemple, le textile, comme vous le savez, dans les années 70, a périclité en France. On n'a pas su conserver ce savoir-faire-là, mais on en a conservé tellement d'autres qu'il faut se réjouir de ceux qu'on a conservés. Et vous pouvez nous donner des exemples concrets ? Alors déjà, si c'est possible d'avoir une copie de cette carte d'archives, ça m'intéresse beaucoup. Et en France, quand on parle de ces savoir-faire de façon vraiment tangible, moi j'ai quelques notions de Hermès, Weston, ce genre de maisons sur le cuir. Dans l'univers du textile, vous l'avez dit, ça a pas mal périclité, mais le reste, ce qui est de l'art, je sais pas moi, verrier... Alors, on a en France
un art verrier qui est extraordinaire et un art du cristal qui est extraordinaire. Nous avons même en France une région, alors je sais que peu de gens le savent, qui s'appelle la Glass Valley, qui est au nord de la France, au nord-est de la France. Et dans cette région, sans bouteille, 75% de la production mondiale de parfums. Donc, c'est vraiment la reconnaissance d'un savoir-faire extraordinaire que la France a. Et puis, on a ces grandes maisons de cristal que vous connaissez. Je n'en citerai que deux, Baccarat et Saint-Louis, qui sont très ancrés dans ces régions, dans l'Est. Et si vous allez visiter ces sites industriels, c'est des sites qui remontent à cette époque, qui sont incroyables, avec des archives phénoménales de l'époque. Elles sont vraiment les héritières des manufactures royales de cristal de l'époque. Donc ça, c'est par exemple un savoir-faire qui nous vient tout droit de cette époque-là. Et j'en citerai un deuxième, qui est la maroquinerie. En France, la maroquinerie est une industrie extrêmement puissante, fortement recruteuse, et qui est l'héritière de la carte de France des tanneries. La France était, le royaume de France de l'époque était un pays couvert de tanneurs. On tannait dans toutes les régions de France. Enfin, singulièrement dans la Charente et dans le sud-ouest de la France, autour de Lyon, cette grande région Rhône-Alpes, il y avait un vrai savoir-faire de la tannerie. Et aujourd'hui, c'est précisément les lieux que choisit Hermès pour s'implanter. Parce que qui dit tannerie, dit maroquinerie à côté, dit ganterie, dit fabrication de chaussures. Et il y a là tout un écosystème qui se construit autour. Est-ce que vous sauriez définir l'art de vivre à la française ? Alors, c'est très compliqué parce que, en fait, ce que les touristes viennent chercher quand ils viennent en France et quand ils admirent ce luxe et cet art de vivre français, c'est un mélange de plein de choses. Si je prends juste, par exemple, la gastronomie, on est clairement le pays qui, le premier, a structuré la gastronomie. Le premier livre de cuisine au monde est français. Il s'appelle Le Viandier. Il a été écrit par un monsieur qui s'appelait Guillaume Tirel. Il avait un petit surnom qui était Taïwan. Et Taïwan est aujourd'hui, comme vous le savez, un restaurant étoilé à Paris. Eh bien, Guillaume Tirel, il était le chef cuisinier du roi Charles V, puis Charles VI. Et il a créé ce premier livre de recettes de cuisine. Ensuite, on a eu des grands messieurs de la cuisine comme Auguste Escoffier. Donc, la gastronomie française, elle remonte donc là, Guillaume Tirel, on parle du Moyen-Âge. Les premières recettes de cuisine, elles remontent à là. Donc, et puis après, on a la manière de servir le repas à la française, qui est de dire on apporte tous les plats en même temps sur une table, et puis les gens se servent comme ils souhaitent. Après, concurrencé par l'art de servir à la russe, où on sert à l'assiette, et voilà. Mais cette gastronomie, cet art du recevoir, il est très ancien chez nous. Alors, si je remonte encore plus loin, c'est aussi, vous savez, on dit toujours « Ah, les hommes français, ils sont élégants ». Ça participe quand même de notre art de vivre. D'où ça vient, ça ? Eh bien, ça vient de l'art courtois du XIe et du XIIe siècle. Au XIe et au XIIe siècle, les chevaliers ont édicté un art de la courtoisie pour être reçu dans les grands de ce monde, à l'époque. Un chevalier devait être galant. Il devait être évidemment fort au combat, mais il devait savoir lire de la poésie à sa dame. Il devait savoir lui chanter des jolies chansons. Et en fait, ça vous fait sourire parce que c'est ancien. Et je pense que c'est quelque part dans nos gènes. Bien sûr, mais je trouve ça assez poétique et ça me fait sourire parce que je me dis aujourd'hui on en est loin et quelque part je comprends qu'on puisse avoir à cœur de raviver ou de faire préserver ça, parce que ça fait partie de notre histoire. Et puis ce qui fait partie de notre histoire aussi, c'est entre le milieu du 19e jusqu'à 1900, il s'est tenu en France 5 expositions universelles. Et on venait en France chercher l'innovation, on venait comprendre en France ce qui se passait. Le français était la langue de l'élite. Donc tout ça participe. Et puis je remonte, je ne suis pas très logique dans mon récit historique, mais le siècle des Lumières, nos grands philosophes qui nous ont menés à la Révolution française, à liberté, égalité, fraternité, tout ça participe aussi, d'une certaine manière, de l'envie de France, de notre image aux quatre coins du monde, et de ce que les gens, d'une certaine manière, viennent rechercher quand ils viennent en France.
Tous ces exemples sont hyper intéressants, mais relativement lointains quand même par rapport à nous. Et je m'interroge justement sur le rôle du luxe aujourd'hui. Je parle souvent, quand je m'adresse aux entreprises, au-delà du côté punitif et frustrant de la transformation des métiers à l'aune des crises qu'on vit, il y a, à mon sens, une opportunité de redorer, si elle a besoin de l'être, notre image, notamment à l'international, de remettre la France au cœur de l'innovation, avoir un espèce de lead inspirationnel en fait, qu'on a pu avoir historiquement. C'est un peu le cas récemment avec les projets de loi qui sont passés. La France fait vraiment figure d'exemplarité à l'international. Et je me demande s'il n'y a pas justement, notamment dans le luxe, un rôle d'éclaireur et une place à prendre sur un espèce de nouveau siècle des Lumières. Oui, mais je pense que nos maisons en sont conscientes. Alors déjà, d'une certaine manière, et ce n'est pas me défausser de vous répondre ça, ce rôle de soft power à l'étranger, le luxe l'a déjà. Mm-hmm. Si vous avez la chance de voyager et que vous rencontrez, quel que soit le pays où vous allez, citez-moi 10 marques françaises, vous êtes sûr que dans les 10 marques qu'on va vous citer, il y aura au moins 5 marques de luxe. Mmh. C'est comme ça. Et on a cette chance d'avoir un secteur du luxe qui a su se réorganiser beaucoup plus tôt que nos amis italiens, nos amis anglais ou espagnols ou autres. Et donc, on a chez nous des acteurs du luxe qui sont puissants. Donc ça, c'est heureux et il faut tous les jours s'en féliciter. Mais ces acteurs-là, croyez-moi, ils sont vraiment absolument conscients du rôle pionnier qu'ils ont à jouer. Et je raconte souvent cet exemple-là. Je me suis acheté il y a quelque temps un t-shirt, voilà, dans une marque qui n'est pas une marque de fast fashion, mais qui est une marque accessible. Et donc, c'était un t-shirt à quelques dizaines d'euros. Et quand j'ai vu le soin avec lequel la vendeuse, pour un t-shirt de peu de coûts, me l'a enveloppé dans un premier papier de soie, puis un deuxième papier de soie, et puis après dans un petit sachet, pour finir dans un sac. Et je la regardais et je me disais, mais où a-t-elle attrapé ses codes ? En fait, elle a attrapé ses codes en copiant les grandes marques de luxe. Mmh. Et là, je me suis dit tout d'un coup, en fait, notre responsabilité, elle est là. Nous sommes une industrie extrêmement copiée dans sa manière d'être, dans sa manière de vendre, dans sa manière de s'adresser à son consommateur. Je cite souvent aussi, je fais beaucoup de conférences devant les étudiants, je dis, allez vous promener dans un supermarché, regardez, alors moi j'ai pu le vivre, le rayon des tablettes de chocolat. Il y a 30 ans, c'était chocolat noir, chocolat au lait, chocolat blanc si vous aviez de la chance, et chocolat pour la cuisine. Allez voir le rayon des chocolats aujourd'hui. C'est extraordinaire, la sophistication de ce rayon. Pourquoi ? On copie les marques de luxe et on imagine des recettes. On mélange les ingrédients, on fait les enveloppes de ces tablettes de plus en plus magnifiques, on fait intervenir des créas, des artistes, enfin voilà. Donc, en fait, la totalité de l'économie, c'est même grandement sophistiqué pour copier une industrie qui elle-même est successful à l'étranger. Donc, notre responsabilité aujourd'hui, et tout le monde en est conscient, c'est de dire, dans un monde à plus 4 degrés, est-ce que tout ça est encore raisonnable ? Et donc, on y réfléchit. Ce n'est évidemment pas des questions simples à se poser. Mais je reviens sur mon idée du papier de soie. Est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, il est encore raisonnable d'avoir un cérémonial de vente avec quantité de suremballage ? On se pose la question. Je n'ai pas la réponse et bien moi, loin de moi l'idée de dicter à mes membres ce qu'elles doivent faire. D'ailleurs, ça n'est pas mon rôle. Mon rôle est plutôt un rôle d'éveil de conscience à travers le partage de best practices, qu'ils viennent de notre propre univers ou qu'ils viennent d'univers autres. Donc, c'est plutôt ça, comme ça que je conçois mon rôle. Mais je reviens à votre question initiale, pardon, j'ai été un peu longue dans ma réponse, mais évidemment, on a un rôle pionnier. Et c'était d'ailleurs le sens de la toute première réflexion sur le développement durable au sein du comité Colbert, qui remonte au début des années 2000, quand le comité Colbert s'est adressé à une agence de notation internationale qui s'appelle Vigeo, en disant « on voudrait réfléchir avec vous à ce que doit être le développement durable dans l'industrie du luxe, parce qu'on a la sensation
que ça ne doit pas être le même développement durable que tout le monde. Bien sûr. Donc là, on est début des années 2000, hein, donc on est dans une forme de conscience qui est quand même assez tôt dans le calendrier, parce que début des années 2000, très peu de gens parlent du développement durable. Hein. Et donc, on a abouti à cette époque à, effectivement, la prise de conscience que les valeurs de la longévité, les valeurs du respect des matériaux, du respect des salariés, de l'esthétique, tout ça étaient des valeurs qui nous étaient propres et qu'on devait absolument non seulement préserver, mais développer. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler du rôle du comité ? Oui. Parce que depuis tout à l'heure, je tourne autour, mais du rôle du comité, de la structure en elle-même, d'ailleurs, de son type juridique également, et puis des maisons et des corps de métier que vous représentez aujourd'hui. Alors, pour vous résumer ce que l'on est, on a une raison d'être. Moi, quand j'ai pris mes fonctions il y a 4 ans, il n'y avait pas de raison d'être du comité Colbert et j'ai ressenti l'urgence à nous rassembler autour d'une forme de mot d'ordre. Et cette raison d'être, aujourd'hui, elle guide toutes nos actions au quotidien. Et donc, c'est celle-ci, promouvoir passionnément, développer durablement, transmettre patiemment les savoir-faire et la création française pour insuffler du rêve. Et donc, tout est dit de notre rôle de soft power de cette industrie à l'étranger. Donc, quand on se promène, on emporte une part de la France. Donc ça, c'est très fort. Développer durablement, effectivement, c'est notre responsabilité collective à s'engager sur ce terrain-là. Et promouvoir et transmettre patiemment, ça, c'est notre vocation qui, d'ailleurs, remonte à 1954, à transmettre ces métiers rares, et qui sont compliqués à acquérir pour faire en sorte que ce que nous avons hérité de nos aînés, on puisse le transmettre à la nouvelle génération. Donc tout ça se fait au travers de commissions de travail et qui rassemblent aujourd'hui 93 maisons de luxe, toutes françaises, et 18 institutions culturelles. Alors je tiens à ces institutions culturelles parce que c'était la bonne idée de mes prédécesseurs d'avoir, dans les années 80, appeler les grands musées, donc le Louvre, Orsay, les arts décoratifs, et puis l'Opéra de Paris, Versailles, évidemment, où tout a commencé, à nous rejoindre parce que finalement, on a tous cette même culture du beau. Dans beaucoup de ces institutions culturelles, il y a des savoir-faire. Vous prenez l'Opéra de Paris, il y a des ateliers. Vous prenez le Louvre, il y a des ateliers de restauration, comme à Versailles, comme à Fontainebleau. Ils ont des artisans. Et donc, finalement, on se rassemble tous. Et donc, comme je disais au début, 14 secteurs d'activité, ce qui rend le challenge diablement, parfois périlleux, mais intéressant, parce que les enjeux des uns ne sont pas les enjeux des autres. Singulièrement dans le développement durable. Les enjeux de nos maisons de vin et spiritueux, c'est tout simplement la survie de la terre, rendre les sols vivants, quand les enjeux de la mode sont plutôt comment faire en sorte que nos textiles soient durables, ou les enjeux de la cosmétique, c'est comment je veille à ce que les ingrédients que je vais ensuite mettre sur mon visage soient le plus propres possible. Alors, dans toutes ces missions, à quoi ressemble une journée type dans votre agenda ? Il n'y en a pas, en fait. J'imagine. Il n'y en a pas de journée type. Alors, on va dire que mes journées sont quand même jalonnées de réunions de ces commissions. Donc, commission développement durable, commission ressources humaines, commission rayonnement international, commission prospection et anticipation, parce qu'on réfléchit quand même à demain. Et donc, dans chacune de ces commissions siègent des présidents. Donc, on acte des décisions et ensuite, on a des réseaux. Donc, un réseau des DRH, un réseau des directeurs des affaires publiques, un réseau des directeurs du développement durable. Et avec eux, on avance. Donc, ça veut dire que mon petit miracle quotidien, c'est de réussir à mettre autour d'une table des maisons qui sont toutes des concurrents, mais de les mettre au travail sur des sujets d'intérêt général. Nous sommes une association reconnue d'intérêt général, j'aurais pu commencer par dire cela. Et donc, on laisse tous les sujets de compétition à l'extérieur pour nous concentrer sur ce qui nous rassemble et sur les sujets sur lesquels on va pouvoir avancer ensemble. D'ailleurs, vous-même, vous n'avez pas le droit de
parler plus spécifiquement d'une maison ou d'une Non, autre. enfin, je me agnostique. l'interdis parce que voilà, je représente tout le monde. Et alors, plus particulièrement sur le sujet du développement durable, vous avez sorti cette année le 3e rapport RSE. Absolument. Là encore, c'est impossible à résumer dans un épisode d'1 heure, mais si vous avez des grands piliers à partager avec nous, parce que de toute façon, le rapport, on le mettra à disposition dans les notes de l'épisode, mais quelles sont les grandes lignes et quels sont les sujets sur lesquels vous êtes actif? Alors moi, ma grande découverte, ça a été quand je suis arrivée, j'ai découvert cette initiative qui était formidable de dire que toutes nos maisons, chaque année, nous témoignaient. Donc on était face à un monticule de fiches que nos maisons nous remplissaient pour nous dire ce qu'elles faisaient en termes de développement durable. Et donc, je me suis dit, oh là là, mais qu'est-ce qu'on va en faire? Donc, on a commencé par les trier. Et en fait, très vite, on s'est aperçu que sur la totalité du cycle de vie des produits, en fait, toutes nos maisons sont actives. Alors, parfois, certaines le sont plus sur le sourcing des matières premières. Parfois, j'en ai qui sont très avancées sur l'éco-conception des produits. Parfois, j'en ai qui sont plus avancées sur la gestion des déchets ou sur la gestion de l'eau. En fait, tout dépend après du secteur. Mais j'aurais du mal à vous donner un exemple plutôt qu'un autre. Mon heureuse et belle surprise, ça a été de découvrir que sur tout ce cycle de vie du produit, en fait, tout le monde était assez actif. Et ma proposition, c'est pour ça que vous avez dit on en est au 3e rapport annuel, ça a été de dire, mais attendez, mais ça sert à quoi si on est devant ce trésor de guerre et qu'on n'en témoigne pas? Et mes maisons, à cette époque-là, m'ont dit, oui, mais on n'est pas parfait. Je dis, mais personne ne l'est. Donc, en fait, et si on ne commence pas, nous, justement avec cette idée que vous évoquiez tout à l'heure, d'être pionniers et de montrer l'exemple, si on ne commence pas, nous, à témoigner du chemin que nous sommes en train de parcourir, juste pour dire, on en est là. Et humblement, on sait que il nous reste un chemin immense à parcourir, mais témoignons déjà de ce que nous faisons. Donc, on a fait un premier rapport annuel, un premier rapport RSE que nous avions chapitré suivant les objectifs de développement durable des Nations Unies. Alors, j'avais conscience en le faisant que c'était peut-être un peu ardu pour le commun des mortels. C'est pour ça qu'en édition 2, on l'a chapitré selon le cycle de vie du produit, qui était quand même plus simple à comprendre. Qu'est-ce que je fais pour l'eau? Qu'est-ce que je fais pour l'après-vente? Qu'est-ce que je fais pour sourcer les meilleures matières? Qu'est-ce que je fais en matière d'éco-conception? Etc., etc. Et puis, je suis retournée voir mes petits amis des Échos en leur disant et si on le diffusait avec les Échos, ce serait quand même drôlement chouette, parce que là, tout d'un coup, ça lui donne une audience très importante. Et donc, on l'a fait. Et puis cette année, on a franchi un cap supplémentaire en le faisant en anglais et en se disant, là, notre premier marché, comme vous le savez peut-être, c'est le marché américain, qui est un marché qui a besoin d'être éveillé quand même à toutes ces thématiques. Et on s'est dit, on va prendre la parole sur le marché américain pour dire, nous, industrie française du luxe, voilà ce qu'on fait. Témoignons, et on l'a diffusé avec le New York Times. Donc c'était une marche supplémentaire. Et je suis fière de l'avoir faite. Vous avez une idée des retombées concrètes chez les marques américaines ou dans la presse en général? Alors, dans la presse, on a eu un accueil extrêmement sympathique. Ce qui est bien, c'est quand on a des journalistes américains qui nous disent « Ah, mais je ne savais pas ». Donc ça, c'est toujours formidable de dire, voilà, on ouvre une voie. Et peut-être aussi qu'on ouvre une voie pour nos maisons à prendre la parole plus facilement, à dédramatiser en fait cette prise de parole qui est de dire, voilà, encore une fois, on le fait avec humilité. Et c'était d'ailleurs le sens de notre participation à l'Université de la Terre en novembre 22. Tout le monde avait un peu peur parce qu'on était sur scène et on s'est dit, est-ce qu'on ne va pas se faire greenwasher? Ah là là, le luxe qui prend la parole à une Université de la Terre. Et en fait, moi, j'ai dit, ma posture, ça va être celle-ci. On vient sur scène et on va mettre sur la table ce qu'on fait, mais on va le faire avec la plus grande humilité soit-elle. Voilà. Pour dire, on n'est pas parfait, mais on va déjà vous témoigner de ce qu'on fait. Voilà. Est-ce que la demande, donc là, en l'occurrence, la mise en marche se fait au sein des maisons, est-ce qu'il y a une demande qui émane aussi de la part des consommateurs du luxe, ou est-ce que ce sont des sujets qui sont encore éloignés de ce type de population, que ce soit relatif à la santé de la planète ou à la santé humaine, finalement? Alors, je pense que vous êtes la première à pouvoir en juger. En fait, cette demande, elle émane de partout aujourd'hui. Elle émane de nos employés,
En fait, nous, individuellement, chacun, nous, vous, moi, on est un jour employé. Donc, en tant qu'employé, on a envie que notre entreprise soit meilleure. On est un jour consommateur. Et donc, en tant que consommateur, on a aussi envie d'acheter des produits les mieux disants possibles. On est un jour électeur. Donc, dans notre bulletin de vote, on a aussi envie, voilà. Donc, en fait, individuellement, chacun de nous, on a tellement de facettes différentes que, on pousse. Donc, ça pousse. C'est un mouvement. Effectivement, on n'a pas encore, dans nos magasins de luxe, des consommateurs qui, au moment de payer, interrogent d'où vient cette pierre. Non, on n'a pas ça. Et on a certaines de nos maisons qui ont mis en place, par exemple, des QR codes sur des vêtements pour pouvoir témoigner du cheminement d'un vêtement. On voit très bien que ce QR code, il n'est pas flashé beaucoup encore. Mais il ne faut pas renoncer, c'est bien de le faire. Donc, et puis à l'autre bout du spectre, on a des hommes politiques qui le demandent, des investisseurs qui le demandent. Donc en fait, aujourd'hui, la demande, elle émane de partout. On ne peut pas faire comme si il ne se passait rien. Et elle émane aussi probablement des futurs acteurs des métiers d'art, ce qui nous amène à parler de la partie recrutement. Je me disais tout à l'heure, en vous écoutant sur l'histoire du luxe et du nom du comité, que c'était la meilleure bande démo parce qu'il y a on est attiré en fait par ce que vous racontez, mais il y a aussi comment dire, pour moi, ces métiers qui appartiennent presque à quelque chose de, si ce n'est secret, à un pan d'histoire. On a la sensation que c'est désuet, que c'est pas ancré dans nos quotidiens, alors que finalement, c'est à peu près partout. Comment est-ce qu'on parle des métiers d'art à la jeune génération ? Comment est-ce que vous recrutez aujourd'hui et quels sont les enjeux ? Alors, c'est la principale difficulté. La principale difficulté ne vient pas du fait que les jeunes ne s'intéressent pas à nous. Elle vient du fait qu'ils ne nous connaissent pas, en fait. Moi, mon premier challenge, c'est de rendre visible ce qui est invisible. Et jusqu'à présent, les métiers d'art n'étaient pas visibles parce que les maisons de luxe considéraient que c'était une part de leur mystère. Donc, on ne montrait pas l'arrière-boutique parce que ça participait de ce mystère du luxe. Alors, tout ça fonctionne très bien jusqu'au jour où on a du mal à recruter et jusqu'au jour où il faut que, cet invisible devienne invisible parce que il faut donner envie à cette jeune génération, justement. Alors, vous disiez que ça participe du passé. Nous, on a fait il y a 2 ans une campagne de publicité dans les journaux pour raconter tout ce qu'on faisait. Et il y avait un petit claim que j'aimais particulièrement et que je cite aujourd'hui toujours beaucoup, qui est de dire qu'on est le plus ancien secteur d'avenir. Donc, on aime beaucoup cette idée de l'artisan penché sur son établi parce que ça participe de notre storytelling. Toutes nos maisons, il y en a beaucoup on a la moitié de nos maisons qui sont nées au 19e siècle. Donc, vous imaginez bien que le storytelling, il est incroyable. Mais en même temps, on est une industrie d'avenir. Je veux dire, nos maisons, elles se sont toutes dotées de data scientists. Elles ont été les premières à aller sur les réseaux sociaux. Elles ont aujourd'hui tous des experts du climat. Quand vous êtes une entreprise de vin et spiritueux, vous ne pouvez pas faire comme s'il n'y avait pas de problème climatique. Donc, elles ont des experts du climat. Il y a des ingénieurs partout, dans la cosmétique, même dans l'analyse des vêtements. Enfin, voilà. Donc, on est aussi une industrie d'avenir. Mais pour revenir à votre question, donc, à mon avis, ma première urgence, c'est de rendre visible ce qui est invisible. Et ma grande satisfaction, c'est dès lors qu'on le fait, on voit qu'il y a une appétence. Et ça, c'est formidable. On a, en prévision de notre événement annuel qui s'appelle Les Demain du Luxe, qui est donc un salon de démonstration de tous nos métiers d'art où les jeunes peuvent venir s'asseoir à une table chez Hermès, chez Chanel, chez Dior, chez Baccarat, chez Cartier, chez Boucheron. Et là, ils vont faire de leurs mains quelque chose. Et ils vont repartir d'ailleurs avec. Et donc, dès lors qu'on met entre les mains un objet à faire à un jeune, en fait, il est passionné. Donc, on voit bien que la mèche, elle s'allume assez facilement. Et donc, en prévision de cette dernière édition du salon qui s'est tenue à Station F en décembre dernier, on est arrivé sur TikTok. Alors, beaucoup de nos maisons ne sont pas sur TikTok. Ils nous ont dit, oh là là, mais qu'est-ce que vous allez faire sur TikTok ? J'ai dit, les jeunes sont sur TikTok. Donc, on va leur parler métiers d'art sur TikTok. On a été voir les équipes de TikTok. Ils nous ont dit, très bien, allez-y. Et donc, on a tourné des premières vidéos avec des jeunes apprentis, des artisans dans nos maisons. On s'est lancé en juillet. Et puis, en septembre, TikTok nous a rappelé en nous disant, dis donc, c'est formidable, votre truc. Nous, c'est tout à fait la ligne éditoriale qu'on a envie de donner à TikTok, du contenu intéressant, qui élève les jeunes.
Est-ce qu'on ne pourrait pas créer un hashtag savoir-faire et du coup le booster et rassembler toutes ces vidéos de savoir-faire sur un mini-site? Formidable, donc on l'a fait. Et aujourd'hui, c'est un hashtag qui culmine à plus de 530 millions de vues. Donc ça, moi, ça me réjouit parce que je me dis, voilà, en fait, c'est simplement l'invisibilité qui faisait qu'on n'avait pas de candidats. Mais dès lors qu'on montre ces savoir-faire, en fait, il y a plein de jeunes qui ont envie de faire ces métiers. Alors justement, pour ceux et celles qui nous écoutent, comment on fait pour se former au métier d'art? Où est-ce qu'on trouve des informations? Et quel est le parcours professionnel, études puis professionnel à envisager? Alors en fait, il y a plein de voies possibles. D'abord, si ça rassure de parents que vous alliez jusqu'au bac, passez votre bac, et ensuite il y a des études de post-bac. Rien ne vous empêche de faire un CAP de joaillière une fois que vous avez votre bac. Nous, on a des exemples d'ailleurs de jeunes femmes, et notamment en joaillerie, par exemple, d'une jeune femme qui a exprimé très tôt son souhait de devenir joaillère et donc de faire un CAP de joaillère. Ses parents lui disent non, 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 non. Le frein, d'ailleurs, c'est souvent les parents. Oh là là, mais tu vas pas gagner ta vie, c'est pas sérieux, tu vas pas trouver de travail. Donc, passe ton bac, le grand syndrome du passe ton bac d'abord. Donc, elle a passé son bac, puis après, ils lui ont dit non, 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 continue des études sérieuses, va à la Sorbonne. Elle a fait ses 5 années à la Sorbonne, elle est diplômée, puis à la fin, elle dit bon, vous êtes gentil, mais moi, je veux toujours devenir joaillère. Et donc, elle explique très joliment qu'elle a fait bac plus 5, puis bac moins 3, c'est-à-dire qu'elle a fait son CAP de joaillère. Et aujourd'hui, on a une joaillère cultivée, éduquée, mais qui a fait son CAP et qui travaille dans une maison de joaillerie. Donc, en fait, il n'y a pas un cheminement. Effectivement, il y a des CAP dans plein de domaines, donc dans la joaillerie, dans la mode, dans la maroquinerie, dans la chaussure, dans le cristal. Donc là, il y a une quantité de formations. Vous les trouvez en allant sur notre site internet ou vous les trouvez en allant sur un site internet qui s'appelle Savoir pour faire. Je pense que vous pourrez peut-être mettre utilement ce lien. Et là, vous choisissez la région où vous habitez, la spécialité que vous voulez adopter, à laquelle vous voulez vous former, et vous aurez quantité. On a la chance inouïe en France d'avoir un maillage territorial que beaucoup de pays nous envient. Donc, il y a des formations à peu près partout en France. Donc, ça peut être un CAP, mais une fois que vous avez un CAP, vous pouvez poursuivre en passant un BMA, puis après, vous pouvez même poursuivre sur du post-bac. Donc, en fait, le CAP peut être une fin en soi ou pas. Vous pouvez ensuite continuer. Donc, c'est des études formidables parce qu'en fait, vous pouvez vous enrichir tout au long de votre vie intellectuellement. Et donc, après ça, vous vous formez en stage au sein de maisons? Absolument. Vous pouvez rentrer ensuite. La voie royale, c'est quand même d'entrer en apprentissage, en fait, d'entrer dans une maison. On a encore une fois la chance d'avoir en France de l'apprentissage qui fonctionne bien. Et donc, vous avez des heures d'école, des heures d'enseignement pratique et puis des heures dans une maison et qui, généralement, au vu de la difficulté à recruter, vous gardent. Donc, c'est des métiers où 100% c'est comme le loto, 100% des gagnants ont essayé. Chez nous, c'est pareil. 100% des formés ont un job. Est-ce qu'il y a des secteurs parmi ces métiers d'art, des secteurs parmi ces métiers d'art dans lesquels il y a particulièrement des pénuries? Alors, il y a énormément de pénuries en maroquinerie. C'est un secteur qui recrute énormément. D'accord. En joaillerie aussi, on manque de sertisseurs, on manque de polisseurs. Donc, vraiment, là, il y a 100% de débouchés. Enfin, réellement. Et puis, je vais devancer une question que vous allez peut-être me poser. Un joaillier ou un maroquinier en fin de carrière gagne souvent plus qu'un cadre. Donc, voilà. Donc, en début de carrière, un sorti de CAP va gagner à peu près ce que gagne un instituteur en début de carrière. Donc, voilà. Mais en revanche, ensuite, ça grimpe vite. Donc, il y a une possibilité d'évoluer aussi Absolument. dans ce métier et également, j'imagine, même de lancer à terme sa propre activité. On en a vu beaucoup, des joailliers, des maroquiniers qui, après avoir exercé pendant longtemps dans une grande maison, se lancent. Est-ce que, donc on a parlé de ce hashtag et de cette série visible sur TikTok, est-ce qu'on met en lumière quelque part les archives de ces métiers d'art et où est-ce qu'elles sont conservées aujourd'hui? Alors en fait, chaque maison est responsable de ses propres archives. Et là, moi, j'ai pas la main dessus. En revanche, chaque fois que j'en fais la demande, on sort des pièces et nous, à chacune de nos expositions, là, on était présents au Mobile
nationale au Gobelin pour les Journées européennes des métiers d'art, souvent, à ces occasions-là, nos maisons font à la fois des démonstrations de savoir-faire, mais en profitent pour ressortir des pièces de leur patrimoine, voilà, pour montrer le meilleur d'elles-mêmes dans leur histoire. Et effectivement, c'est un patrimoine qui est incroyable. Et le grand risque que nous avons, c'est pour ça qu'on est très vigilant sur la préservation de ces patrimoines, de ces savoir-faire, pardon. Le très grand risque, c'est de ne plus savoir refaire des pièces que des maisons ont dans leur patrimoine. Parce qu'on aurait perdu un geste, parce que, voilà. Je vous donne un exemple. Il n'existe plus aujourd'hui en France de formation d'orfèvrerie de table. Donc une maison comme Christophe, par exemple, est obligée de rappeler des salariés à la retraite pour former les nouveaux orfèvres. Donc voilà, c'est toute cette difficulté, mais aujourd'hui on est confronté parfois dans certaines régions à des classes de CAP qui sont vides. Donc c'est ça la difficulté, c'est que les formations, quand elles existent, ne font pas le plein. D'où l'utilité de nos salons. Alors, on en fait au comité Colbert, mais chacune de nos maisons en fait elle-même. Vous avez dû voir passer des grands événements LVMH, Xiaomi, Hermès in the Making, Van Cleef & Arpels de main en main. Enfin, voilà. Le Chanel qui vient de faire aussi à 19M. Enfin, voilà. Tout le monde se démène, j'ai envie de dire, pour donner de la visibilité à ces savoir-faire comme jamais, en fait. Jamais on a vu, même sur les réseaux sociaux, autant d'artisans mis en valeur. Et alors, est-ce que l'étape d'après ne serait pas vulgariser encore plus et passer par une émission à la Top Chef équivalent, mais Top Métier d'Art, ou bien une série sur les plateformes? Alors, vous avez lu dans mes pensées, c'est pas possible, Victoire. Mais en fait, je me dis qu'il y a un tel visual material que alors, nécessairement, ça appelle. C'est effectivement une réflexion qu'on m'a faite quand je suis arrivée. Il y a la queue dans les cours de cuisine à cause de Top Chef, meilleur pâtissier, Master Chef et tout ça. J'ai dit qu'à cela ne tienne, faisons un Top Chef des métiers d'art. En fait, la difficulté, elle est quand même là parce que le Top Chef ou Master Chef, on est sur un métier, voilà, qui est le métier de cuisinier. Nous, on est sur, il y a en France 281 métiers d'art, donc c'est énorme. Donc, comment rassembler tout ce monde-là dans une seule émission de télévision? Donc, on a trouvé. Donc, nous avons trouvé, je peux vous révéler que nous avons tourné un prototype d'une émission dont on est encore sur un nom de code. Et nous avons été voir la direction des programmes de France Télévisions et sa présidente. Et on a très bon espoir que cette émission soit programmée parce qu'en fait, elle répond à une demande très forte. Voilà. Et donc, la difficulté, c'est effectivement de rassembler tous ces métiers. Et l'idée qu'on a eue, c'est qu'au final, dans cette émission, on créerait 2 équipes rassemblant des tas de savoir-faire différents qui créeraient une œuvre forcément très originale, puisqu'elle rassemblerait des gens venant de la mode, du cristal, du bois, de la joaillerie. Donc, vous imaginez l'œuvre qui pourrait sortir de tous ces cerveaux disponibles et toutes ces mains disponibles en même temps. Génial. Alors, j'assure ici que je n'avais pas connaissance de cette info, mais ça n'est pas mon idée. C'était celle au départ de Thomas, de 1083, Thomas Hurier, qui disait, pour justement donner un engouement pour ces nouveaux métiers de la couture, ces anciens nouveaux métiers de la couture, il faudrait faire la même chose dans les usines textiles en France. Donc, excellente nouvelle. On va suivre ça de près. J'ai peut-être une dernière question. On va revenir sur vos aptitudes à manager et à diriger des grandes équipes. Est-ce que vous auriez des conseils à donner en ce sens, à la fois pour arriver à peut-être insuffler une mission commune, arriver à fédérer, arriver à rassembler? Comment est-ce que vous faites aujourd'hui? Alors, c'est compliqué de vous dire ça parce qu'en fait, j'ai l'impression que j'ai ça, assez instinctivement, naturellement chez moi et qui vient d'ailleurs, je pense, de mon passé de journaliste, de cette volonté que j'ai eue toute jeune de dire je vais essayer de raconter et de convaincre des gens du bien fondé de ce que je raconte. Voilà. Et donc, cette capacité d'entraînement, voilà, ça fait 40 ans que je la travaille et que voilà, le fait de vouloir embarquer des gens, c'est mon plaisir. C'est ce qui me fait lever le matin. Mais j'ai pas de truc particulier.
si ce n'est d'être à l'écoute des gens, de comprendre ce qui là ou là peut faire que celui-là je vais pas l'embarquer, donc j'ai besoin de lui expliquer, peut-être passer plus de temps. Mais pour moi, le fait d'être à l'écoute, c'est quand même juste majeur. On n'embarque pas si on n'écoute pas avant. Ça, et j'ajouterais peut-être, mais vous le direz pas vous-même parce que vous êtes humble, qu'il y a un choix du mot et une manière de s'exprimer qui est taillée dans la dentelle. Alors vous êtes dans les savoir-faire de l'expression, on va dire, ce qui est un autre type de métier. Mais oui, je pense qu'il y a aussi cette capacité à vous exprimer et qui rassemble parce que tout simplement, vous portez des messages clairs, on va dire, et qui donnent envie. J'invite tout le monde à venir à la prochaine édition des Demain du Luxe qui a lieu à Lyon. À Lyon. Alors, à Lyon, le 6, 7, 8 et 9 juin. Et on sera avec les MOF, les meilleurs ouvriers de France, qui célèbrent à cette occasion leur centenaire. Mais alors, ça veut dire que vous ferez 2 éditions des Demain du Luxe par an parce que Absolument. D'accord. Cette année, on a décidé d'aller dans les territoires. D'accord. Donc, on en fait une en juin avec les meilleurs ouvriers de France et une à Cholet. Donc, Cholet, c'est entre Angers et Nantes, c'est l'ouest de la France. Grand territoire pour le luxe. Et on va là attraper le Grand Ouest. Et là, on sera le 21, 22, 23 novembre. Très bien. Donc, l'occasion de s'initier au métier d'art et je confirme que ça donne des envies de reconversion. Pour ma part, c'est déjà fait. Mais si j'avais une 3e vie pro, je regarderais probablement par là. Au-delà des Demain du Luxe, quels sont les prochains rendez-vous, puisque je crois qu'on fête les 70 ans du comité cette année? On fête absolument 54 2024, donc les 70 ans du comité Colbert. Et on va venir raconter dans un carnet de voyage comment, en fait, le comité Colbert, pendant ses 70 ans, a accompagné l'explosion de ce secteur. Parce que les 15 membres fondateurs du comité Colbert en 54, c'était des toutes petites maisons familiales, en fait. Même Christian Dior, qui était un des membres fondateurs, sa maison, elle avait 8 ans. Donc, effectivement, le comité Colbert, par toutes ses actions, a accompagné l'explosion du luxe tel qu'on le connaît aujourd'hui. Et puis, notre deuxième grand événement de l'année, c'est notre présence à Shanghai, au mois de novembre. Nous fêtons cette année les 60 ans des relations diplomatiques entre la France et la Chine. Et dans ce calendrier de ce soixantenaire, nous allons organiser une conversation de savoir-faire entre les artisans de nos maisons et des artisans chinois d'exception. On partage un certain nombre de savoir-faire, à commencer par celui de la porcelaine. Mérite en revient aux Chinois, les grands aînés. On a mis longtemps en France à savoir percer le mystère de la porcelaine chinoise, quand on a finalement trouvé le kaolin. Donc, on a des savoir-faire partagés, mais on a aussi des savoir-faire qui ne sont pas les mêmes. Et d'où l'utilité de cette conversation, encore une fois avec humilité, de se dire on a les uns et les autres à apprendre des uns et des autres. Donc c'est en ce sens que aussi on exerce notre soft power à l'étranger en se promenant de pays en pays. Dernière question, Bénédicte, question générique. Je reçois donc prochainement une jeune créatrice qui s'appelle Clara Daguin, qui est une créatrice de haute couture, mais qui a la particularité d'implémenter dans ses créations des composants type LED ou électronique, avec des créations qui sont mouvantes et qui changent au contact de la peau, des paramètres corporels, thermiques, etc. Bref, je vous montrerai son travail, mais si vous aviez une question à lui poser, quelle qu'elle soit, qu'est-ce que vous voudriez qu'elle vous dise? Oh là là! Alors, je n'aurais pas forcément une question à poser à cette jeune femme, mais déjà la féliciter, parce que la haute couture est, comme vous le savez, une spécificité française. Nous sommes le seul pays à avoir cette appellation. Et donc, je trouve ça déjà extrêmement courageux aujourd'hui de se lancer dans la haute couture. Et alors, y adjoindre une dimension technologique, ça, c'est formidable, parce que c'est probablement ce à quoi on doit tous réfléchir pour demain. On n'a pas parlé ce matin d'intelligence artificielle, mais la technologie, l'intelligence artificielle, comment ça va transformer nos métiers demain, ça, c'est passionnant. Et de savoir qu'une jeune créatrice est déjà sur ces sujets-là, bravo. Très bien. Merci beaucoup, Bénédicte. Avec et à plaisir. Très bientôt alors sur les différents événements. À bientôt. Merci pour votre écoute. Si vous êtes encore là, c'est sans doute que vous avez apprécié cet épisode. La meilleure façon de nous le faire savoir, c'est de partager ce podcast sur vos réseaux, par email, de bouche à oreille, de laisser un commentaire iTunes 5 étoiles et de vous abonner à la chaîne sur la plateforme d'écoute de votre choix.